pencher plus spécifiquement sur la précarité chez les femmes, c'est parce qu'elles sont en situation de précarité beaucoup plus grande. Elles sont beaucoup plus nombreuses à être malheureusement dans ce cas. Ça n'est pas spécifique à la fonction publique, à votre Ça analyse. n'est pas spécifique à la fonction publique, mais englobe la fonction publique, c'est-à-dire que c'est général. Et on s'est aperçu, je me suis aperçue avec un peu d'effroi quand même, que la fonction publique était malheureusement dans le même moule, les mêmes proportions partout où nous pouvions aller. Alors il était tendu, moi j'ai souhaité personnellement, et là aussi nous travaillons avec, c'est la société civile qui travaille, donc c'est tous les courants de pensée. J'ai beaucoup travaillé sur les jeunes aussi, parce que c'est quand même primordial. Et on s'est aperçu également que les risques de précarité se répercutaient sur les enfants, qui de ce fait, potentiellement, s'inscrivaient eux aussi dans un processus de précarité. Alors moi, il me semblait que les dames travaillaient mieux, les femmes, les dames, les filles, je ne sais pas comment dire, travaillaient mieux à l'école, obtenaient de meilleurs résultats, obtenaient de meilleurs diplômes. Et donc, il y a des finissaient contrastes par avoir des postes à responsabilité. Et vous êtes en train de nous dire le contraire? Non, je ne vous dis pas le contraire, mais c'est beaucoup plus partagé qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Parce que c'est vrai que l'emploi des femmes, c'est vraiment une condition de leur, non pas de leur indépendance, mais parce que c'est peut-être moins important que l'autonomie. Autonomie, on acquiert de l'indépendance. Si on n'a pas d'autonomie, on n'est jamais dépendant. On n'est jamais indépendant, pardon. Hein. Et je crois que psychologiquement et fondamentalement, seul l'accès à un emploi stable, pérenne, peut créer les conditions d'une vie, je dirais, normale. Hein. Alors, mais par contre, on s'est aperçu que la précarité, c'était vraiment un visage féminin. Je vais quand même vous donner quelques chiffres. En France, 4 700 000 femmes ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Je ne reprendrai pas la définition, elle a été donnée précédemment. Et alors, ce que l'on constate, c'est qu'alors qu'en 1962, il y avait 34% des femmes qui avaient une activité professionnelle, en 2010, il y en a 48%, donc on s'est amélioré. Il y a eu une hausse de qualification des femmes dans l'emploi de cadre. Moi, j'ai souhaité faire un parallèle sur 20 ans. 90-30% des femmes cadres. En 2010, 39%. On est tout bien là. Hein. Mais parallèlement, le taux de féminisation de l'emploi peu qualifié est en progression. C'est ça qui n'est pas normal. Il y a un dysfonctionnement dans notre société, puisqu'en 90, on avait 56% de jeunes femmes ou de femmes qui n'avaient dans des emplois très peu qualifiés. En 2010, on a augmenté. On a pris 6 points, mais pas en mieux. Hein. Puisque selon la DARES, la probabilité qu'une personne en emploi soit sur un poste d'employé ou d'ouvrier peu qualifié est 2 fois plus forte que pour une femme que pour un homme. Exactement, on a le ratio de 2:1, alors que ce rapport était inférieur au début des années 80, soit 1,80. On a vraiment perdu, et c'est ça qu'il faudrait trouver. Il faut trouver des réponses, parce que ce n'est pas normal. Toujours la précarité. Nous avons en 2010, 70% des travailleurs économiquement pauvres sont des femmes. 1,5 million de personnes sont en sous-emploi, dont 76% de femmes. 2 tiers des salariés à bas salaire sont des femmes. 30% de femmes travaillent à temps partiel. Si c'était un temps partiel voulu, très bien, c'est un choix. Hein. Mais il y a 16% qui sont entre 15 et 29 heures, c'est pas beaucoup, et plus de 4% à moins de 15 heures par semaine. Nous avons aussi observé que cette insuffisance chronique de ressources conduit un nombre croissant de femmes au surendettement. Vous avez un chiffre, en 2011, 53% de femmes seules, avec ou sans enfants, avaient déposé un dossier de surendettement à la Banque de France. Les emplois à temps partiel, on a estimé, il y a une étude très sérieuse là-dessus, qu'il y a 30%, donc un tiers, des emplois à temps partiel qui sont des emplois subis. Hein. Et ils se sont accrus considérablement. On ne peut pas faire autrement, on accepte, bien évidemment. Hein.
Et sur les 3 800 000 emplois créés entre 1975 et 2008, les 2/3 l'ont été à temps partiel. Ça, c'est très important comme chiffre. Hein. Et ils ont majoritairement concerné les femmes à 70%. Et aujourd'hui, le taux de féminisation des emplois à temps partiel dépasse 82%, ce qui est énorme. Ce qui explique évidemment des discriminations cumulatives, comme on les a expliquées. Alors, malheureusement, pour les femmes reconnues en situation de handicap, c'est pratiquement la moitié. Alors que pour les hommes reconnus en situation de handicap, c'est 15%. Il y a quand même un gap, là aussi, très important. Les femmes immigrées, je vous rejoins, le taux hors Union européenne, hein, le taux de chômage est multiplié par 2, voire 3 pour certaines catégories de population. Et les femmes sont majoritaires pour les revenus de solidarité active. 57% d'entre elles, dont 31 un tiers, de femmes à la tête d'une famille monoparentale. Alors, ce qui complique aussi la vie d'une femme et la vie professionnelle d'une femme, c'est l'inégalité face au travail, face au marché du travail, mais aussi les femmes sont plus souvent exposées à l'appréciation du chômage féminin. On est plus difficile, elles sortent des courants. Elles sortent des statistiques parce qu'on dit un homme n'a pas de travail, il est au chômage. Une femme n'a pas de travail, elle reste à la maison. On sort des statistiques. Donc elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'on pourrait attendre. Et parce que c'est difficilement chiffrable. C'est très français, c'est dans notre culture un peu latine. Et en plus, elle ne prend pas en compte les abandons de recherche d'emploi par découragement. Une femme a un foyer, des enfants, elle ne trouve pas de boulot, elle est inscrite au chômage et au bout d'un moment, elle n'en peut plus, elle ne va même plus pointer au chômage parce qu'elle rentre dans une forme de désespérance. Hein. Et les chômages et les inactivités renvoient à des conventions statistiques, alors que là, dans le chômage, la précarité au féminin et le chômage au féminin, on est en présence de situations sociales. Le chômage féminin est moins visible, mais complètement toléré, beaucoup plus que le chômage masculin. Alors, bien sûr, je ne vous expliquerai rien en vous disant que les femmes sont souvent exposées des horaires de travail atypiques, les petits boulots du matin, les petits boulots du soir, les petits boulots des week-ends, les conditions de travail et de vie dégradées automatiquement, des difficultés d'accès à la formation continue, des contraintes familiales supplémentaires, en particulier pour les femmes ayant de jeunes enfants. Alors, des difficultés d'accès à la formation continue, parce que comme souvent elles cumulent des petits boulots, des petites heures à gauche et à droite, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas une structure qui peut l'aider à se former. Et puis, ou alors on a été, non pas surpris, parce qu'on le savait un peu, mais alors scotché quand même, par la corrélation du chômage féminin et du niveau scolaire. Et là, monsieur, je vous rejoins totalement. De 1 à 4 ans après la sortie d'études peu ou pas qualifiantes, vous avez la moitié des jeunes femmes qui sont en situation de chômage. La moitié. De 1 à 4 ans. 5 ans après la sortie du système scolaire, 60% des jeunes femmes non diplômées ou titulaires d'un CAP ou d'un BEP sont encore sur des emplois en CDD. En général, en plus, on a constaté qu'une jeune femme qui n'a pas beaucoup de boulot, c'est dramatique dans les dom-toms, un petit peu moins, juste un petit peu moins en métropole, elle a très souvent un enfant, très vite. Et là, on rentre dans une spirale. On a un enfant, on n'a pas de sous pour le faire garder, on a un couple plus ou moins constitué. Ça ne la protège pas, bien au contraire. Et ça ne la protège pas du tout, ça surajoute à ses difficultés. Bon, vous avez aussi donc toutes les ruptures de parcours professionnels qui sont incontestablement surmultipliées chez la femme, parce que vous avez déjà le retrait du marché du travail pour les mères, ce que je viens de dire actuellement, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Hein. On rajoute de faibles qualifications, des conditions de travail contraignantes, difficultés pour le travail, pour les gamins et tout. Et les mères qui sont dans cette situation de précarité professionnelle ou de petits boulots, pas tellement rémunérateurs, prennent un congé parental long. Enfin long, il y a droit à 3 ans. Hein.
Et même si elles sont en couple vraiment solide, le père gagne davantage, donc c'est la maman qui arrête, qui rentre chez Donc elle. vous suggéreriez des congés parentaux plus courts? C'est une de nos propositions. Plus court, avec... enfin, ça, je vais en parler un tout petit peu plus loin, parce que ça obère leur chance de retour dans la vie active, ça les met hors course, hors circuit. Hein. Alors, un tiers des femmes occupant un emploi contraignant et peu revalorisant, d'ailleurs, ne reprennent pas leur boulot à la fin du congé parental. Un tiers, c'est énorme. Et il ne faut pas oublier non plus que dans notre société, nous avons malheureusement quelquefois un enfant fragile ou handicapé à devoir être au quotidien avec lui. Qui est-ce qui arrête son boulot? C'est la maman. Hein. Les aidants familiaux pour un parent âgé ou un parent malade, c'est la femme à 99,9%. C'est pas l'homme qui soigne. Hein. Et il est bien évident que là, vous avez des ruptures de contrats de travail. Il y a un impact financier immédiat. Il y a aussi un impact financier pour la retraite. Ce qui est terrible aussi, c'est qu'il y a un risque d'enfermement dans la précarité lorsqu'il y a une interruption d'activité. Et ce risque d'enfermement est d'autant plus profond et durable que le retrait de la vie active est le plus long. Et là, il y a aussi à faire un petit peu attention. Alors, je vais aller très vite sur l'influence préjudiciable de la santé, mais au niveau personnel, oui, continuel, au quotidien qui est vraiment l'état de stress permanent, devoir faire face aux dépenses, nourrir sa famille, se nourrir soi-même. Il y a des préoccupations majeures qui font que les femmes, elles sont dans l'urgence, elles ne peuvent pas avoir recours aux soins. D'abord parce qu'elles y pensent moins qu'un homme. En général, les statistiques montrent qu'une femme s'abandonne un petit peu plus de ce côté-là. Et puis, les avances de frais ou le reste à charge, c'est trop important. Hein. En outre, on a noté, et là, il y a certainement quelque chose à faire, que les règles administratives régissant l'attribution de la CMU et de sa complémentaire sont en décalage par rapport à la situation présente des bénéficiaires. Parce que le calcul du plafond de ressources pour la CMU-C se fait sur les 12 mois précédant la demande. Donc, quand il y a une personne qui vient de perdre son boulot, quand il n'y a pas suffisamment d'heures travaillées pour prétendre à l'ouverture des droits sociaux, elle peut se trouver sans aucune couverture santé pendant plusieurs mois. La même chose s'il y a une rupture dans la vie de couple. Et ça, la loi ne l'a pas prévu. Alors, on a alerté les autorités, mais quid je sais que le moment n'est pas très bienvenu, mais c'est un vrai problème. Et puis, vous avez les lacunes de la prévention, puisque, comme je disais tout à l'heure, la femme qui cumule des petits boulots, plusieurs employeurs, n'est pas inscrite dans un suivi médical. Elle sort du schéma de l'employeur unique ou double, ou quelquefois 3, mais là, il y a des femmes qui ont 5-6 boulots, et puis toujours des petites heures, donc c'est pas cumulatif pour acquérir des droits. Et là, évidemment, ça les gêne d'autant plus. Hein. Mais bon, on voit des cas dramatiques de femmes qui se sont abandonnées, et ça, il faudrait quand même y faire très attention. Les risques accrus de la santé au travail, c'est la même chose. C'est le même schéma. Et là, je passe plus vite parce que monsieur va certainement en parler. On s'est quand même aperçu, et ça c'est révélateur, que le taux d'accident du travail dans les activités de services regroupant santé et nettoyage, on a fait un parallèle entre 2002 et 2010, sur 8 ans. Vous avez une augmentation du taux d'accident du travail de 40% pour les femmes, alors qu'elles étaient de moins 24% pour les hommes. C'est énorme. Et surtout des troubles musculo-squelettiques. Alors, nous demandons évidemment la nécessité d'un suivi spécifique, de façon à ce que les femmes qui sont en état de précarité n'aient pas en plus la double peine, précarité et atteinte à la santé, mais bon, on verra plus. Et ce que nous avons découvert d'une façon très dure, c'est la paupérisation des femmes âgées.
puisque par rapport à tout ce que je viens de décliner, la femme souvent a des ruptures dans son activité professionnelle. Qui dit rupture dans l'activité professionnelle dit rupture dans la retraite perçue. Et au 31 décembre 2008, tout régime confondu, la femme percevait en droit direct, en pension de droit direct, à peu près la moitié de celle d'un homme. Les prestations sociales, vous avez 57% du bénéficiaire du minimum vieillesse qui sont des femmes, 777 € mensuels, sous réserve de l'augmentation de ces dernières semaines. Et 70% des bénéficiaires du minimum contributif sont également des femmes. Je pense que les droits familiaux corrigent en partie les inégalités de pension liées à l'incidence de la prise en charge des enfants sur le parcours professionnel des mères. Des pensions de réversion jouent aussi un rôle dans le rattrapage partiel des écarts de retraite entre les hommes et les femmes, mais il faut aussi penser que vous avez des femmes qui ont été seules toute leur vie. Donc elles ne bénéficient pas de ces compléments de retraite. Et le rapport de l'ONPS, qui est l'Observatoire national de pauvreté et de l'exclusion sociale, soulignait dès maintenant un risque de précarisation important pour plus de 450 000 femmes âgées de 75 ans et plus. C'est énorme dans la société, une société où tout de même, comme le rappelait monsieur, on est en France quand même, on n'est pas dans des pays sous-développés où on ne devrait pas avoir un pareil taux de grande précarisation pour les femmes. Alors, ce qui surajoute à la précarisation féminine, c'est la monoparentalité. La monoparentalité essentiellement féminine. Alors, je vais vous citer quelques chiffres qui sont très parlants. En 90, nous avions 13% de familles monoparentales. 2008, 21%. Dans les pôles urbains, 25%. Dans les zones urbaines sensibles, 30%. Dans les zones rurales, 16%. Et dans les DOM, 39%. Voire 40, 50, 60 pour Mayotte, par exemple. Alors, la monoparentalité, elle correspond majoritairement à une mère seule avec 100 ou 16 enfants. C'est 9 cas sur 10. Et on s'aperçoit que lorsque c'est le papa qui élève seul ses enfants, il n'y a pas les risques de précarité tels que lorsque c'est la maman qui les élève. Alors, je dois dire aussi qu'il faut quand même mettre un bémol, puisque la diversité des familles parentales conduit à penser que toutes ne sont pas exposées au risque de précarité. Vous avez maintenant des femmes qui choisissent sciemment d'avoir un enfant hors d'un couple. Mais celles qui choisissent, c'est qu'elles ont un boulot, elles n'ont pas de risque de précarité, et donc on ne peut pas dire non plus que la monoparentalité, c'est la précarité de la femme. C'est pas vrai. Mais vivre seul de toute façon avec un seul salaire, ça accroît quand même le risque de précarité, de vulnérabilité. Et il est assez effarant de penser que 52% des enfants en situation de précarité vivent au sein d'une famille monoparentale. Plus de la moitié des enfants sont... Alors, les précarités cumulatives pour les mères isolées les plus fragiles, on l'a redit tout à l'heure, il y a 33% des familles monoparentales qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 30% des mères isolées actives sont touchées par la pauvreté. 60% des mères isolées inactives le sont. 60% des mères inactives le sont. Alors que pour les pères seuls, c'est 18% et demi, qu'ils soient actifs ou non. C'est assez surprenant que les pères, qu'ils soient actifs ou non en monoparentalité, s'en sortent quand même beaucoup, beaucoup mieux. Les jeunes mères célibataires, évidemment, peu ou pas qualifiées, là aussi, on retombe dans la moindre qualification, qui ont des jeunes enfants sont les plus vulnérables sur le marché du travail. Et les mères isolées représentent la quasi-totalité des 190 000 allocataires du RSA socle majoré, l'ex-API. Alors, vous avez en plus des difficultés croissantes, multiples, la problématique cruciale du logement.
On sait qu'un logement social sur 4 est une famille monoparentale, selon une étude du Crédoc en 2010. Mais ces logements, c'est souvent petit, mal isolé, donc précarité aussi énergétique qui s'ensuit. L'accessibilité financière constitue un élément prépondérant dans le choix du mode de garde pour les mères isolées. Donc, les 3 quarts du temps, elles n'ont pas la possibilité de les faire garder. Et il nous faudrait tout de même, en termes d'accès et de coûts, la garde des enfants en bas âge est un enjeu essentiel pour maintenir l'emploi ou remettre le retour à l'emploi de parents isolés. Et là, nous avons 47% des mères isolées qui souhaiteraient travailler davantage, mais donc presque la moitié, mais ce n'est pas évident. Nous avons, comme je viens de le dire, un enjeu essentiel de la garde des enfants, accessibilité financière, souplesse en termes d'horaire des modes d'accueil des enfants. Bon, là, c'est une de nos préconisations, c'est des dispositifs d'accueil, de relais, d'espaces de soutien à la parentalité, d'espaces de soutien où on peut aller parler, où on peut aller s'informer sur les dispositifs d'aide, sur la connaissance des droits. On s'aperçoit que, bon, c'est bon pour les finances publiques, mais ce n'est pas bon d'un niveau sociétal, qu'il y a 40% de femmes en situation de précarité qui n'ont pas la connaissance d'accès aux droits et donc qui ne font pas la demande pour acquérir les droits auxquels elles peuvent prétendre. Il y a une méconnaissance totale et puis les femmes se raccroupiotent, comme on dit chez moi. Elles se renferment un peu, elles s'isolent de plus en plus. Et ça, c'était très, très... Alors, les pistes d'action... essentielles pour prévenir la précarité, même si on sait qu'on ne va pas la réduire là dans les mois ou les années qui viennent, malheureusement, c'est insérer l'enfant dans la société. Veiller à l'acquisition des savoirs de base dès l'école maternelle, mais avoir aussi des accès à l'école maternelle. Il faut quand même savoir que dans la vie courante, celle que nous vivons, nous, au quotidien, lorsqu'une maman ne travaille pas, même si elle est seule, on lui refuse 8 fois sur 10 l'entrée à l'école d'une façon précoce de son enfant. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. On lui dit, vous êtes chez vous, madame, vous pouvez garder votre enfant, puis manger à la cantine. Ben non, vous êtes chez vous. Alors que quelquefois, la maman n'a pas beaucoup à manger chez elle. Elle aimerait bien que son gamin ait un repas constitué, normal, à la cantine. Lutter contre l'illettrisme, il y a de mémoire 17% d'illettrisme dans notre pays, chez les jeunes. Je ne parle pas des personnes en âge d'être adultes. Et je pense qu'il faudrait éviter les sorties précoces du système éducatif. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a des 36 moyens, même des petits moyens. Il faut tout utiliser pour essayer de hisser ces jeunes et de sortir ces jeunes qui les mèneront automatiquement vers la précarité. Je trouve que l'avenir est mixte. Moi, je ne suis pas une féministe à tout crin. Je pense que nous, hommes et femmes, sont complémentaires, absolument complémentaires. Non, pas féministe vraiment. Nous ne sommes pas les égaux des hommes puisque nous avons des différences. Mais il faut exploiter. Ah oui. Pour la faire, d'accord, je n'avais pas compris ça comme ça. Pour la complémentarité, égalité, mais égalité avec nos différences et puis complémentarité. Donc il faut orienter, former, apprendre les métiers, etc. Mais je pense qu'il faut, pour prévenir la précarité, il faut ouvrir des perspectives d'insertion sociale et professionnelle aux femmes concernées. Important d'insérer l'enfant dans la société. 4 écoliers sur 10 entrent au collège avec de graves lacunes, sans avoir maîtrisé l'écriture, le calcul et la lecture, qui sont les 3 fondamentaux. Donc, ça me paraît essentiel de régler déjà le problème là, avant que ça ne s'aggrave, parce qu'après, il y a d'autres soucis qui interviennent. Alors, les perspectives d'insertion sociale et professionnelle. Moi, je suis une optimiste et je pense qu'une femme, quelle qu'elle soit, sauf s'il y a un problème médical avéré, on peut trouver des qualités pour qu'elle les exploite pour faire quelque chose. Ça, c'est le plus difficile. L'homme aussi d'ailleurs, bien sûr. Mais
Mais lorsqu'il mais lorsqu'il n'y a pas de diplôme, Je crois que c'était de la provocation Voilà. un petit peu. lorsqu'il n'y a pas de diplôme, comme je rejoins monsieur, il faut trouver, faut donner de la visibilité, ce que j'appellerais donner de la visibilité aux compétences, quelles qu'elles soient. Il faut donner de la visibilité aux compétences, ce qui leur permettra de sortir de leur retraite. Non pas. Oui, je pense qu'il faut quand même ouvrir des perspectives d'insertion sociale et professionnelle, porter une attention particulière au secteur des services à la personne. Et j'encouragerais l'intérêt, enfin je communiquerai volontiers sur l'intérêt des groupements d'employeurs qui favorisent l'insertion et la qualification professionnelle, mettent en place un accompagnement social pour tous les services à la personne. Et là, les aidantes seraient quand même beaucoup plus encadrées, non pas professionnellement, mais aussi d'un point de vue social, d'un point de vue pour parler de leurs difficultés. Et puis là, on est sûr qu'elles cotisent à la retraite, etc. Je vais simplement vous faire un appel. Et nous sommes tous des citoyens. Je vais le lire parce que j'y tiens. Au-delà de la lutte contre la lutte contre la précarité nous concerne toutes et tous. Et chacun d'entre nous, à sa manière, avec ses moyens, doit pouvoir contribuer à atténuer les effets de la précarité qui s'accroît un peu plus tous les jours dans notre pays. Sincèrement, moi, j'espère beaucoup. Donc, c'est peut-être au quotidien déjà qu'il faut changer le regard aussi. Parce qu'on a quand même tendance, quand on voit, quand il y a quelqu'un qui est en grande précarité, on détourne souvent les yeux. Et autour de nous, il y a des femmes, il y a des hommes aussi, mais il y a des femmes qui sont en état de précarité, elles ne disent rien. Elles ont un peu honte et elles ne disent rien. Il faut non pas les débusquer, on ne peut pas rentrer dans l'intimité des gens, mais essayer d'avoir le regard pour tendre la main. Alors tendre la main d'une façon élégante, un peu plus d'heures de boulot, un peu plus enfin, il y a 36 000 façons d'aider les gens.